Jeudi 11 juillet, mesdames, messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette édition de 13h. Après plus de 2 mois d'entraînement, le premier groupe de militaires maliens formé par l'Union européenne appelé Waraba est arrivé à Gao. Ce groupement tactique interarmes a reçu la visite du commandant de l'opération Badenko, le colonel Didier Dako, qui se réjouit de leur arrivée. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. Depuis le 25 juin dernier, le groupement tactique interarmes GTIA Waraba, fort de 709 hommes, a regagné le théâtre des opérations à Gao. C'est là plus avec l'Union européenne sans construction de Koulikoro. En attendant leur déploiement sur le terrain, les Waraba ont reçu la visite du commandant des forces maliennes. Après la revue, le colonel-major s'est adressé aux hommes. Ça fait du bien que nous nous retrouvons tous ensemble sur ce théâtre. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez ici et qui vous connaissent également. Nous avons estimé qu'il est bon que vous restez un peu à Gao ici pour prendre le pouls de la situation, pour comprendre un peu ce qui se passe, non seulement aux côtés de nos forces, aussi avec les forces partenaires que nous avons ici et la situation réelle même de notre ennemi sur le terrain. Le groupement tactique interarmes Waraba est une force capable de réagir rapidement face à une menace terroriste. L'entraînement est de rigueur chez les Waraba. Comme les autres forces déjà déployées sur le terrain, les autorités militaires attendent beaucoup du savoir-faire du GTIA Waraba. Nous attendions avec impatience cet outil. Quand je dis outil, il s'agit de GTIA Waraba en fait. C'est vraiment une plus-value, c'est un élément important au niveau du théâtre que nous venons de recevoir. Vous nous fassiez preuve d'engagement. Un autre élément que nous attendons de vous par rapport à l'exécution de vos missions ici sur le théâtre, c'est la discipline. Le commandant du théâtre a beaucoup insisté sur la discipline et a expliqué aux hommes la situation sécuritaire sur le terrain avant de les inviter à accompagner les Nations Unies dans leur mission. Nous sommes dans un accompagnement de la communauté internationale et particulièrement par rapport à la situation de Kidal. Et la situation de Kidal, on ne doit plus la gérer, en fait, quand je dis on ne doit plus la gérer, c'était beaucoup plus le cas avant, mais il faudrait que tout le monde comprenne que nous sortons maintenant de cette situation. Je parle de la gestion passionnée de ce problème. On sort de ça maintenant. Nous sommes dans un accompagnement de la communauté internationale qui nous aide à récupérer le reste du territoire national. Cette prise de contact qui a permis de tâter l'épaule des soldats a été bien appréciée par le commandant du GTIA Waraba. Le GTIA Waraba est composé de 3 compagnies d'infanterie, d'un escadron blindé, d'une batterie d'artillerie, d'une section du génie militaire, d'une section des commandos pour des raids et d'un détachement de l'armée de l'air. En 4e région, la pratique de l'islam au Mali et la moralisation de prêche sont entre autres thèmes qui ont regroupé à Ségou les musulmans du Mali. Cette rencontre, initiée par le groupement des leaders islamiques, vise à préserver l'islam authentique, compte rendu Kandesilla. 2 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, à savoir les informations relatives à la pratique de l'islam au Mali et la situation du pays. Face à ces 2 points, les leaders religieux prennent l'union des musulmans sous l'égide du groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali. Après l'occupation, on a parlé, on a fait beaucoup de choses ensemble pour libérer du Mali, pour être à côté de nos gouvernements et la communauté internationale pour chasser les islamistes, les bandits, les narcotrafiquants chez nous. Et après la libération, quel doit être le rôle des leaders spirituels musulmans du Mali pour sauvegarder l'islam authentique qui était chez nous, pour prêcher l'islam modéré qui était chez nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? L'éducation islamique, l'emploi des arabisants et la moralisation des prêches sont autant de défis qui interpellent chaque musulman. Le groupement entend s'attaquer à ces défis à travers un projet de société et une vision commune. Les leaders religieux présents à la cérémonie ont salué cette initiative et ont réitéré leur accompagnement pour le rayonnement de l'islam. La rencontre a enfin recommandé la mise en place d'un comité qui aura à charge de représenter le groupement au niveau de la région. Hors nos frontières maintenant, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, la lutte contre l'apartheid, est toujours à l'hôpital. Ses anciens compagnons témoignent sur sa contribution à la lutte armée. Lilis Leaf, la ferme où les dirigeants d'Umkhonto Wesuswe, la branche armée de l'ANC, se réunissaient.
Le 11 juillet 1963, une opération de police décapitait l'organisation. 50 ans plus tard, 3 camarades de lutte se retrouvent. 2 d'entre eux ont passé plus de 20 ans en prison avec Nelson Mandela. Ils donnent de lui une image un peu oubliée, celle d'un partisan de la lutte armée. Son attitude était claire dans le manifeste d'Umkhonto we Sizwe qu'il a signé en tant que commandant en chef. Il arrive un moment dans la vie d'une nation, je le cite avec plus ou moins de précision, où il n'y a qu'une alternative, ou se soumettre et vivre à genoux, ou se lever et combattre. Notre décision est de combattre, et nous développerons une force militaire en vue de prendre le pouvoir. Lilliesleaf, transformée en musée, est la mémoire de cette époque. Mandela dirigeait les opérations militaires, il vivait dans la clandestinité. Juste avant d'être arrêté, il avait été envoyé en mission à l'étranger pour récolter des fonds pour le mouvement anti-apartheid. Bob Heppel, son avocat à l'époque, rappelle que la lutte armée était inévitable. Les gens se battaient déjà dans les campagnes. Dans plusieurs provinces, ils étaient en révolte contre le gouvernement, luttant dans une situation de guérilla désorganisée. Et le point de vue de leaders comme Mandela et beaucoup d'autres comme Walter Sisulu était qu'il fallait prendre le contrôle de tout cela. Même si l'ANC a longtemps prôné la non-violence, Nelson Mandela n'était pas un Gandhi. Les actions armées étaient cependant limitées, comme le rappelle Ahmed Kathrada. Cette phase de la lutte consistait à recruter des volontaires et à les entraîner à la fabrication et la pose de bombes. Partout où il était écrit réservé aux Européens, il y avait une bombe. Mais chaque recrue faisait le serment de ne pas faire de mal aux êtres humains. C'est pourquoi les bombes étaient posées la nuit quand il n'y avait personne. Le temps d'une soirée, les 3 camarades sont revenus sur cette opération policière qui a retardé de 30 ans l'avènement de la démocratie et d'un régime multiracial. Culture à présent en France, Festival d'Avignon, on en parle avec le dramaturge congolais Dieudonné Nangoura qui a présenté sa pièce de théâtre Sheba. Cette représentation théâtrale qui a regroupé plusieurs comédiens s'est déroulée dans un décor pas habituel. Un désert de pierre près d'Avignon, dans le sud de la France. Le Congolais Dieudonné Nangoura présente Sheda, 5 heures de théâtre pour se poser des questions sur sa place dans le monde. Un auteur, metteur en scène, comédien associé à la programmation de ce festival. Oui, déjà comment ça joue sur les mots, comment ça joue sur le sens, et en plus avec les images qu'on utilise, je veux dire que ce soit le drapeau nazi ou la croix ou le machin, si on n'est pas assez pointu avec ça, ça risque de raconter autre chose. Dans ce décor post-apocalyptique, une mastodonte raconte des histoires. Un gardien de ville morte nous enchante. Des bagarres pour se tuer soi-même et renaître. Une mélasse de cauchemars, des monologues immenses. La peur, la solitude, l'urgence et l'énergie pour se corriger. Dans la boîte, là, je peux rentrer à l'intérieur, faire le figurant pendant la première partie. Le footballeur africain, c'est encore un produit qu'on achète, à l'importation, pardon. Un produit voué à l'importation. Mais il n'y a pas d'entraîneur africain, il n'y a pas d'équipe africaine qui fait un truc intéressant, mais il y a des joueurs intéressants. Mais pendant longtemps, le théâtre en Afrique a été ça. Quand ils venaient jouer ici, on avait des bons comédiens comme Isaac de Bankole, comme les Sotieki Kouyaté, tout et tout. Mais on n'avait pas de metteurs en scène africains qui existaient dans ce genre de festival, tu vois, et qui faisait montre évidemment de son savoir-faire ou de ses questions tout au moins, ou de sa manière de faire du théâtre. L'écriture fragmentaire de Nyanguna, faite d'aphorismes, présente une création brute, une dévoration joyeuse jusque dans ses excès, chorégraphié par son compatriote de la vallée Biédéfono. C'est ça qui est important, où le corps devient un. Que ça ne soit pas juste un festival comme ça, mais que à cet endroit-là, comment ça se forme et comment toutes ces personnes qui viennent d'ailleurs convoquent et se créent ensemble, se retrouvent pour créer un seul corps. Voilà. Après 8 représentations au Festival d'Avignon, Sheda reviendra dans 2 ans à sa terre d'origine, le Congo de Nyanguna.
Voilà, une autre mise en scène, c'est aujourd'hui au stade de Modibo Keïta, on parle de sport, football. C'est aujourd'hui la finale de la 53e édition de la Coupe du Mali, à l'affiche le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. Depuis la finale de 2009, remportée par le Djoliba 1-0 à Ségou, les deux formations n'ont plus joué de finale de Coupe du Mali. À quelques heures de ce derby de la capitale, notre reporter Ousmane Daou a fait un tour au terrain d'entraînement des Rouges pour voir comment ils se préparent. Suivons. Après une saison agitée au plan national et continental, les Rouges de Bamako semblent avoir retrouvé la sérénité depuis quelques semaines, surtout après leur qualification en finale de la Coupe du Mali. Ce qui fait que cette finale est préparée avec beaucoup de concentration, de sérieux et de rigueur à tous les niveaux. C'est un grand club, donc on a besoin d'un titre pour vraiment couronner la saison. Donc on va aborder ce match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité, tout en sachant qu'on va jouer contre une équipe qui est le rival, entre parenthèses. Donc c'est un grand club, c'est l'équipe championne, donc on serait sérieux dans le jeu durant toute la partie. L'adversaire s'appelle le Stade malien de Bamako, champion déjà avant la fin de l'exercice en cours et toujours invaincu au plan national, ce qui rend cette partie encore plus alléchante à RM Akono. Malgré que c'est le stade, nous on voit que le trophée, donc je pense qu'on va aborder ce match avec une très grande sérénité et puis être très solidaire pour pouvoir remporter le trophée. Cette Coupe du Mali reste la seule chose à convoiter pour les Rouges cette saison au plan national car ils ont déjà perdu leur titre de champion au profit de leur adversaire. La finale entre les stades et le Djoliba, c'est une autre chose, ça a une autre réalité. Je pense qu'on a des potentiels et si on les met en jeu, on pourra gagner cette finale. Pour ce faire, l'équipe a besoin de ses supporters avec beaucoup plus de fair play. Nous demandons aux supporters toujours, parce que quelles que soient les circonstances, d'être tolérants. Pour la 12e fois, le Djoliba AC va jouer le Stade malien de Bamako en finale de la Coupe du Mali. Pour le moment, il compte 5 victoires pour 6 défaites. Rappelons que la première finale s'est jouée en 1961 entre les deux formations. Après les rouges, les blancs sévrés de la Coupe du Mali depuis 2006, le stade malien de Bamako tentera de décrocher sa 18e étoile. À Sotiba, dans quelle atmosphère les blancs de Bamako préparent la rencontre? Les éléments de réponse avec Siragatou Sissé. Retranché dans son fief à Sotiba, le stade malien de Bamako s'oxygène et met les bouchées doubles pour la finale de la Coupe du Mali de football. Les blancs s'apprêtent à jouer ce jeudi leur 27e finale de Dame Coupe. Ils en ont gagné 17 et perdu 10. La dernière victoire remonte à 2006, 2-1 contre l'ASB. Et la dernière défaite date de 2011 face au COB, 2-1 après prolongation. Pour le grand rendez-vous de cette 53e édition face au Djoliba AC, son rival de tous les temps, le stade malien de Bamako ne veut pas connaître la même désillusion qu'en 2009 à Ségou. 4 ans après, l'affiche Djoliba AC, Stade malien de Bamako, nous est proposée avec son lot de défis et d'émotions. Vous savez bien que les Djoliba, ils ont perdu les championnats, laissé l'objectif pour eux, c'est ça, ça va être un match très difficile. Une finale de Coupe du Mali est un événement unique en son genre et tout joueur rêve de la vivre dans sa carrière. Ça fait plaisir de jouer une finale de la Coupe du Mali, surtout contre le Djoliba qui est un grand club. L'encadrement technique travaille d'arrache-pied et crée les conditions idoines en vue du 18e sacre en Coupe du Mali. On va tout faire pour battre le Djoliba, mais on sait que le Djoliba travaille aussi de son côté, va mettre des choses en place et que ce que je souhaite surtout c'est que ce soit une belle fête qui se termine bien et puis que le meilleur gagne, quoi. Au lendemain du 15e titre de champion national, avant le terme de la saison, le Stade malien de Bamako vise dans la foulée le doublé, le 4e de son histoire. Que le meilleur gagne et le coup d'envoi du match est prévu à 16h30 au stade de Modibo Keïta. Déjà, les techniciens de l'ORTM sont sur place pour vous permettre de suivre cette rencontre en direct et dans de bonnes conditions. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h et 20h30, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga.